Bonsoir, vous êtes de plus en plus nombreux à faire appel à ces particuliers qui vendent leurs talents de bricolage sur Internet. Pose d'un plan de travail plus tringle à rideau à l'Union, 2 heures de service et 40 €. Des prestations à des prix imbattables, le plus souvent payés en liquide. Le week-end, ça m'est arrivé de gagner par exemple 300 balles. Cette nouvelle activité s'appelle le jobbing. Elle génère des milliards d'euros et du travail clandestin. Travailler là, il y en a plein, hein. Il n'y a que du plat. Et elle peut vous réserver quelques mauvaises surprises. À votre service, c'est maintenant dans Envoyé spécial. Vous entendrez aussi le cri du cœur des apiculteurs. Tout ça, c'est en train de crever. Et moi, j'en ai marre. Faites quelque chose. Nous avons rencontré ceux qui tentent de sauver nos abeilles en danger. Enfin, ce soir, des témoignages exceptionnels des mères ou des femmes de policiers qui ont mis fin à leur jour. Elles ont accepté de nous raconter la souffrance de toute une profession. Une fuite d'eau à réparer, un meuble à monter, du jardinage ou un déménagement. Jusqu'alors, on faisait appel à un artisan professionnel. Mais depuis quelques années, des plateformes en ligne vous proposent les services de particuliers. C'est souvent plus rapide et moins cher. On appelle ça le jobbing. Étudiants ou bricoleurs du dimanche, petites mains ou gros bras, le secteur est en plein essor. Le problème, c'est que ces activités ne sont pas clairement encadrées. Alors que se passe-t-il quand le résultat n'est pas au rendez-vous? Quelles garanties, quels recours? S'agit-il aussi d'une nouvelle forme de travail au noir? À votre service, c'est une enquête d'Esther Goldman et Valentine Bossibet avec TV Presse. Bonjour Georges, enchantée. Enchanté, comment allez-vous? Très bien, ravie de vous voir. À l'heure en plus. Toujours Toujours à l'heure. Bonjour jeune homme. Bon, Bonjour Alexis, merci d'avoir retenu ma proposition. non, pour mais en poser fait, vous votre avez aide. été très réactif et puis Merci à vous. On va commencer par les Donc, rideaux. elles sont pas déballées. Je suis désolée, mais j'ai mon fils qui va peut-être m'aider. Puis-je vous demander de protéger la table? Oui, c'est un bon réflexe. Je veux dire, j'ai l'habitude de bricoler beaucoup de minutieux comme si les travaux étaient réalisés chez moi. Ouais, c'est très bien. Dans cette famille, ni Nathalie, ni son mari, ni ses 2 grands garçons ne sont bricoleurs. Alors faire appel à ce fringant retraité de 68 ans semble être la solution idéale. Alexis, pour gagner du temps, je vais vous demander de m'enlever les 2 emballages. Tu vois, il fait bosser. C'est bien, Georges. Moi, j'arrive pas à faire bosser mes mecs, mais vous allez pouvoir les faire bosser. Alors que vous faites C'est délicatement. la meilleure. Moi, je comptais dormir. Voilà, vous voyez. Voilà pourquoi je fais appel à En lisant Georges. un homme d'expérience. Georges encourage tout le monde à mettre la main à la pâte. Le jobbing se veut convivial. Vous tenez mal le cutter. Ah. Un cutter se tient comme ceci. Alors, je vais chercher l'échelle, c'est ça? Je vais tout de suite, Georges. Comment? Je vais tout de suite. Jolie femme qui Et surtout abordable. Nathalie paiera 30,60 € pour l'installation de ces 2 tringles à rideaux. Estimation du service, 1h30. Pour Georges aussi, le jobbing est un bon plan. Chaque mois, ces petits travaux lui rapportent environ 1 000 €. Ça complète plus qu'agréablement une retraite qui n'est pas faramineuse au bout de 44 ans de cotisation. Ensuite, c'est ludique. Ça me permet d'avoir une activité physique et intellectuelle. Et ça me permet de faire de très belles rencontres. Voilà. Bon, il y a des gens que j'ai plaisir à revoir, d'autres chez qui, quelle que soit la mission, j'irai plus. C'est pas votre cas. Non, mais les cafés, qui veut des cafés? Si c'est un café italien, façon Et- expresso. Expresso, c'est bon. S'il vous plaît. C'est dans mes Merci. cordes. Alors, Georges doit rester bien concentré. Après ce travail, une autre mission l'attend chez un autre client.
Quand même, je dois vous dire que je suis rassurée que ce soit vous qui posiez... Non, mais c'est vrai, parce que je me rends compte à quel point c'est technique. Et quand on fait faire des rideaux sur mesure, on a envie que ce soit bien posé. Il faut que ce soit parfait. Voilà, et que tous ces petits détails sont importants. Sans Georges, Nathalie aurait eu du mal à trouver quelqu'un pour faire ce genre de petits travaux domestiques. Aucun artisan ne se serait déplacé. Les garçons, c'est des ados et ils ne sont pas passionnés par le bricolage. Mon mari a plein de qualités, mais pas celle-là. Et voilà, on a quelqu'un de professionnel, d'accessible facilement et on peut tout faire, les tringles, poser les cadres, monter les meubles et en un temps très court. Donc oui, ça m'a sauvé la vie. Le mari, justement, le voici et il est ravi. Alors, C'est parfait. tout est fait? Tout est fait, tout est fini. Tu arrives juste au bon moment. Tout est terminé. Ben top. C'est top. Qu'est-ce que vous vouliez? Très très bien. Voilà. Ah, il est très bien. À vous de le défendre. Comme prévu, au bout d'1 heure et demie, les rideaux sont installés. Ce n'est pas la première fois que Nathalie fait appel à un jobber sur un site spécialisé. C'est pas toujours évident de trouver une personne de son entourage qui soit disponible. Satisfaite de son bricoleur amateur, elle le note avec 5 étoiles et un avis très positif sur son profil. Grâce à lui, elle a bénéficié d'un travail de professionnel au prix d'un particulier. Venu des États-Unis, le phénomène du jobbing envahit le monde de l'emploi et des services. Que ce soit pour du bricolage, du jardinage, du ménage, du balayage, du gardiennage, tout est possible. Aujourd'hui, le jobbing est devenu pour certains travailleurs une solution pour arrondir les fins de mois et pour leurs clients la possibilité de payer un service moins cher tout en gagnant du temps. Mais le jobbing n'est pas encore totalement réglementé, alors certains en profitent. Qui sont les jobbers? Sont-ils compétents? Travaillent-ils dans la légalité? Et peut-on se fier à leur service? Pour tester les jobbers, nous avons choisi un appartement témoin dans le centre de Paris. Dans ce 4 pièces familial, il y a de nombreux travaux à faire, comme monter un lit dans une chambre d'enfant, refaire les joints des salles de bain ou encore poser une applique dans le couloir. Nous avons installé des caméras discrètes dans toutes les pièces. Non. Celui-là, franchement, ça se voit pas. C'est bon. Pour les jobbers, la sélection s'est faite sur 8 plateformes différentes. Sur leur profil, ils revendiquent tous leur professionnalisme et proposent des tarifs imbattables. Bonjour, Bonjour, vous êtes dans quoi? je suis fonctionnaire. Ah bon? De quoi? Oui, quelqu'un auprès de la ministre. J'ai une semaine de boulot, une semaine de repos. Et la semaine de repos, je fais un peu de bricolage. Je suis au chômage pour l'instant, je cherche un boulot. Donc là, c'est pour les balais. Je suis plombier de métier, mais j'ai fait plein d'autres boulots. Je travaillais dans le cinéma comme en dépôt. Vous êtes artisan? Oui. D'accord. Et en plus, vous faites ça? Quand on est un petit creux, ça me rapporte ce que je veux. Le week-end, ça m'est arrivé de gagner par exemple 300 balles. Mais moi, je fais que ça. Moi, je te dis, il y a des moments où j'ai fait ça. Et j'ai pu payer mon loyer, j'ai pu manger. J'avais 4-5 clients par jour. J'étais quand même à 2000 et quelques. Et voilà. Tous ces jobbers viennent d'horizons différents, mais pour le paiement, Merci. ils sont unanimes sur la façon de procéder. Ça se passe comment pour le paiement, en fait? Il faut que moi je vous déclare. Il n'y a pas besoin de déclarer. Travailler loin, il y en a plein, hein.
Il n'y a que du black, il n'y a que du black. Du coup, vous déclarez pas, vous, après? Non. Ça va dans la poche direct. Tout simplement. Donc en fait, ça favorise un peu le black, en fait, ces plateformes. Bah oui. Heureusement, il y a ça. Comment peut-on mettre un peu d'argent de côté? Impossible. Mais écoutez, sinon, si vous faites ça, vous êtes mort. Sophie, quitte ça s'arrête. Pour celui qui se prétend chauffeur d'une collaboratrice de ministre, c'est le même aveu. Moi, je travaille pour ma papa aussi. Et au black? Nos jobbers avouent tous travailler dans l'illégalité. Reste à savoir s'ils font du bon travail. Vous êtes rodé, vous connaissez hyper bien. Ah oui, bah c'est mon métier. Alors là, montage de meubles, vous trouverez peut-être mieux, mais heureusement, je suis vraiment bon. En 1 heure, ce jobber très modeste, chargé de monter le lit d'enfant, fait effectivement une prestation parfaite. Ça marche. Et pour 27 € seulement. C'est quasiment 5 fois moins cher que le prix du service installation du magasin où le lit a été acheté. Ça, c'est très bien, ça. Pour les joints des salles de bain, là encore, le travail est bien fait. Le jobbing semble donc être un bon plan pour les travaux simples. Mais qu'en est-il des réparations un peu plus complexes? Pour le savoir, nous avons fait appel à Eran, un plombier certifié, afin qu'il nous crée une petite fuite d'eau dans les toilettes. On va endommager le pas de vis du flotteur afin que ça crée une petite fuite et que le fait de remplacer un simple joint ne soit pas suffisant. C'est pas difficile à réparer. Pour une panne comme ça, vous auriez facturé combien? 150 €. De notre côté, pour réparer cette fuite, nous choisissons ce jobber. Il dispose de 5 étoiles et ne demande que 20 €. Notre artisan ne conteste pas les compétences du jobber, mais il ne peut pas s'aligner sur ce tarif. Forcément, il y a toujours une petite part de concurrence déloyale parce que nous, voilà, nous avons les charges, on a une société, on a des locaux, on a des salariés que eux, ils n'ont pas. Mais après, on peut rien y faire, quoi. 1 heure plus tard, notre plombier jobber arrive. Bonjour. Bonjour. Je suis Valentine. Je suis plombier. Ce jeune homme a choisi de s'inscrire sur un site qui ne demande aucun justificatif. Et pour cause, il est sans papier. Une pièce d'identité, on sait pas. Il se présente comme un professionnel sur le site, diplômé en installation sanitaire et tuyauterie. Pourtant, il tombe directement dans le piège tendu par Eran et ne change que le joint. J'ai mis le joint. J'ai mis le joint. En fait, c'est un joint. Ah, il faut changer la pièce, du coup? Non. Ça ne fuit plus? Non. Là, il est ouvert à fond, là, il est en train de remplir, ça fuit pas. Pourtant, après son départ, la fuite est toujours là. C'est encore complètement humide, c'est plein d'eau. Il aurait fallu changer cette pièce, dont tout plombier digne de ce nom dispose, un simple flotteur. Voilà, totalement sec. Selon notre artisan, il faut bien choisir le type de travaux à confier au jobber. Alors des fois ça peut aider quand c'est des petites bricoles, après quand c'est des trucs un peu plus complexes, là je pense qu'il faut vraiment l'intervention de professionnels qui peuvent assurer un travail avec un véritable résultat. Les notes et les avis affichés sur les profils sont les premières choses que regardent les consommateurs pour choisir leur jobber. Mais ces critères sont-ils vraiment fiables ? À Rueil-Malmaison, près de Paris. Viens, je vais faire des cookies. Ah, merci. Bah, de rien. Ce couple de Franco-Américains a vécu une très mauvaise expérience avec un jobber à la suite d'un dégât des eaux dans leur cuisine. La proposition était qu'il enlève les cuisines existantes, qu'il place tout dans le salon
et puis qu'il revient 2 jours après pour remonter la cuisine. C'est la première fois qu'Andrea faisait appel à un jobber et elle s'est tout de suite sentie rassurée par les 5 étoiles et les bons avis sur son profil. Très bon travail, je suis satisfaite, très sympathique. Tous les commentaires étaient positifs. 5 sur 5, 5 sur 5. Alors, quand il lui demande de payer les 399 € des travaux avant la fin, elle accepte. Mais elle ne le reverra plus jamais. Sans solution après avoir sollicité le service client, elle publie un avis négatif sur le profil du jobber. Mais à sa grande surprise, son commentaire critique est retiré du site. J'ai contacté le site pour savoir justement pourquoi mon commentaire a été retiré. Et ils m'ont dit que le monsieur avait les contacté parce qu'il n'aimait pas ce que j'avais écrit. Le plus grave dans l'histoire, c'est pas que je me suis fait avoir. Le plus grave dans l'histoire est qu'il y a un site qui est là justement, qui nous promet en fait de nous aider à éviter ce genre de piège. Mais en fait, non, tout est triqué. Ils suppriment des commentaires, donc on ne peut pas faire confiance à ce qu'ils écrivent. Nous avons contacté la plateforme en question. Elle n'a pas voulu répondre sur le cas d'Andrea. Voici le mail qu'elle nous a adressé. Nous ne filtrons jamais les avis sur les profils des utilisateurs. Nous n'avons aucun intérêt en tant que plateforme à supprimer des mauvais avis. Pendant 6 mois, Andrea va relancer le jobber par téléphone. Il finit par céder et lui rembourse 200 €, soit la moitié de la prestation. Profil peu fiable, compétences parfois limitées et travail au noir. Les jobbers semblent n'être soumis à aucun contrôle. Pourtant, pour mettre en confiance leur clientèle, les plateformes de mise en relation se veulent rassurantes. YoupiJob, Freezebiz ou Needhelp, elles sont environ 150 en France. C'est dans la région de Nantes que se trouve celle qui compte le plus grand nombre d'utilisateurs, presque 3 millions. À la tête d'Allo Voisin, Édouard Dumortier. Sa start-up, créée en 2013, a déjà permis 5 millions de missions. Ici, travaillent une vingtaine de personnes, avec une moyenne d'âge de 28 ans. Une ambiance détendue. Mais la question de la fiabilité des profils est sensible. Est-ce que vous testez les compétences de vos jobbers ? Non, on ne vérifie pas nous-mêmes pour une bonne et simple raison, c'est que ça me paraît peu crédible. C'est peu crédible pour différentes raisons. La première raison, c'est qu'avec 3 à 4 000 inscrits par jour, c'est assez compliqué d'appeler 3 à 4 000 personnes pour vérifier leurs compétences. J'imagine qu'il n'y a personne en France qui envoie des gens sur le terrain pour aller vérifier in fine ce que font les gens. Au-delà de ça, on n'en a pas besoin. Pourquoi on n'en a pas besoin ? Parce qu'en fait, il faut garder en tête que tout le monde s'évalue. Et donc, un profil qui est usurpé, qui est considéré comme étant abusif ou mensonger, ça trompe généralement personne. La plateforme ne fait que mettre en relation les jobbers et leurs clients. Et les chiffres sont excellents. Édouard annonce 15% de croissance par mois. Depuis le début de l'année, notre meilleur mois, ça a été mars, 122 000. Et ce que l'on voit là, c'est que la tendance, a priori, mai devrait être au moins aussi bonne, quoi. Alors que la plupart des sites se rémunèrent par des commissions, celui-ci a choisi un autre système. Aujourd'hui, on est une plateforme qui est 100% gratuite. C'est-à-dire que tout le monde peut nous utiliser totalement gratuitement. On ne va pas vivre sur de la commission sur transaction, comme le font bon nombre de plateformes. On va commercialiser des abonnements. Des abonnements payants à partir de 9,99 €. En contrepartie,
les jobbers ont accès à davantage d'offres sur une zone géographique plus étendue. Le but d'Allo Voisin est donc de compter le maximum de jobbers. Alors tout est fait pour simplifier leur inscription. Il suffit d'une adresse e-mail et d'un numéro de téléphone pour répondre à des annonces et travailler chez des particuliers. N'importe qui peut donc raconter n'importe quoi sur son profil. Alors, quels sont les recours pour les clients quand la prestation est mal faite? Tout dépend du mode de paiement. Si vous payez votre jobber chez vous, par chèque ou en liquide, vous n'êtes pas couvert par l'assurance du site. En revanche, si vous payez en ligne, vous êtes couvert. Je vais l'appeler. Donc, est-ce qu'elle veut, c'est des informations sur la prise en charge de son sinistre? En fait, c'est le paiement en ligne qui valide la souscription à l'assurance. Le paiement en ligne, c'est une minorité sur Allo Voisin. On donne le choix et effectivement, aujourd'hui, pour des raisons multiples, les utilisateurs privilégient le paiement sur place. Donc, du coup, là, l'assurance ne marche pas? Non. En effet, sur cette plateforme, 98% des utilisateurs paient leur jobber sur place, de la main à la main, par chèque et surtout en liquide, et prennent le risque de ne pas être couverts. Pour les 2% qui paient sur le site, l'assurance compte de nombreuses exclusions. C'est ce que découvre Mathias Darac, un juriste spécialisé dans les litiges des particuliers. Selon lui, les garanties payantes proposées par Allo Voisin protègent peu les consommateurs. C'est assez limitatif dans la mesure où il y a des conditions pour qu'elles s'appliquent. Par exemple, les prestations d'électricité, de plomberie, de réparation de téléphone, de déménagement, tout ça ne sont pas couverts, c'est des clauses d'exclusion. Dans la garantie « Insatisfait, on refait » d'Allo Voisin, bien d'autres services en sont exclus. Manutention, entretien de véhicules, rénovation, carrelage, ménage. La seule solution qui reste pour le client est de se retourner contre le jobber. Dernier problème, les plateformes n'ont pas le statut d'employeur. Elles sont seulement des intermédiaires. Cette position les exonère de nombreuses obligations légales vis-à-vis des jobbers. Elles n'ont pas à leur imposer le respect du droit du travail. Est-ce que le travail dissimulé est un vrai problème? Je ne sais pas si c'est un vrai problème. Avec ou sans nous, ça existerait et ça se développerait. On n'a rien inventé. Et comme nous l'avons constaté dans notre appartement témoin, la plupart des jobbers préfèrent être payés en liquide. Il n'y a que du bas, que du plat. Pas dans la gauche, direct. Travailleurs, il n'y en a pas, hein. Ce sont les clients qui doivent déclarer leur jobber. Et les plateformes le mentionnent sur leur site. Mais rares sont ceux qui s'acquittent de cette obligation pour des montants si faibles. C'est tout le problème du jobbing, pas encore vraiment réglementé. Au niveau de l'État, c'est l'URSSAF qui lutte contre le travail dissimulé sur Internet. Pour cela, une cellule nationale d'investigation a été créée. Mais alors que le travail sur le web explose, elle ne compte que 5 personnes, dont Cécile Négri, qui la dirige. La plateforme nous transmet ce qu'elle a comme information, mais c'est également ouvert. Faute de moyens et face à l'ampleur du travail au noir dans le jobbing, elle a fait un choix stratégique. Nous, on s'intéresse vraiment à la fraude, à ceux qui dégagent des bénéfices, à ceux qui ne vont pas jouer le jeu. Donc, en gros, on va s'intéresser à tous ceux qui vont dégager un chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de milliers d'euros par an. On s'intéresse plutôt aux gros poissons. Si vous ne voulez pas être déclaré, vous passez par une plateforme. Voilà, la plateforme n'est pas là. Elle est là pour mettre en relation deux personnes qui ont besoin. Aujourd'hui, on commence depuis 3-4 ans à leur demander leur coopération, justement pour lutter contre la fraude.
Depuis cette année, les plateformes vont devoir communiquer les données personnelles de leurs jobbers à l'URSSAF. Alors, un type de fichier que nous pouvons recevoir émanant donc d'une plateforme, nous avons les noms, les prénoms, les adresses mail des jobbers, également leur chiffre d'affaires et le nombre de prestations réalisées sur 18 mois maximum. Il y a combien d'entrées là sur votre fichier? 5703. Avec un tel chiffre pour une seule plateforme, pas certain que Cécile et sa petite équipe puissent empêcher les fraudeurs de passer entre les mailles du filet. C'est autant de cotisations sociales qui ne permettront pas de financer les retraites ou d'indemniser les travailleurs malades. Le manque à gagner pour l'État s'élèverait à plusieurs milliards d'euros. Les fraudeurs, eux, risquent jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Le jobbing connaît un grand succès dans le pays. À la ville comme à la campagne, de plus en plus de Français s'y convertissent. Il y a même des élus de la République qui se lancent dans l'aventure. Pierre est le maire d'une petite commune située à quelques kilomètres de Toulouse. Bonjour Evelyne. Et monsieur le maire a reçu le nouveau devis, les travaux de menuiserie dans la salle des fêtes. Depuis plusieurs mois, il ne s'occupe plus seulement de gérer les affaires de son village. Il a une autre occupation, de plus en plus dévorante, le jobbing. Le métier de jobber et de maire, non, rien à voir. Il y en a un qui est très cadré, très réglementé. L'autre, on est plus dans un contact humain avec des personnes. On s'adapte à beaucoup de situations. On improvise beaucoup. Comme la majorité des jobbers, c'est dans le bricolage qu'il s'est lancé. Il reçoit chaque jour une dizaine de propositions de travail. Une notification pour un job qui vient de tomber. Voyons voir. Pose d'un plan de travail plus tringle à rideau à l'union. La cliente nous propose 2 heures de service et 40 €. Moi, je vais me positionner et j'attends de voir si je vais être sélectionné par la cliente. Il y a une vraie concurrence, il y a beaucoup de gens, il y a les jobs les plus intéressants, il faut être très réactif pour répondre. Donc il faut toujours avoir son téléphone pas trop loin. Sa nouvelle activité de bricoleur, Pierre veut désormais s'y consacrer à plein temps. Il ne se représentera pas aux prochaines élections municipales et il vient tout juste de déménager à Toulouse, où il y a plus d'offres de mission qu'à la campagne. Ce changement de vie, il l'a choisi car le jobbing lui offre une grande liberté. Chaque journée ne se ressemble pas, c'est ça qui est intéressant. On est libre de choisir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas faire. Comme environ 5% des jobbers, il a créé sa petite entreprise grâce au statut d'auto-entrepreneur. Un pas de plus vers un nouveau métier. Aujourd'hui, il se rend à Toulouse, chez Danielle, une retraitée qui vient d'emménager dans la région. Comme elle n'a pas de voiture, Pierre est allé lui acheter la tringle à rideaux et le meuble de salle de bain à installer. Un service sur mesure pour lequel Pierre est payé ce jour-là 100 €. Hop là. Bonjour. Voilà. Un arrangement qui convient à Danielle. C'est la 3e fois qu'elle fait appel à ses services. Je ne peux pas transporter les meubles. De toute façon, je ne serais pas capable de monter les tringles. Bon. Je ne me vois pas aller là-haut. Pour se donner les moyens de réussir, Pierre a investi 1 000 € dans du matériel de bricolage de pointe. À terme, il vise un revenu de 1 900 € par mois. Oui, c'est un niveau laser pour que ce soit plus facile à poser, en fait, tout simplement. C'est ça, le pro. 30 minutes plus tard, la tringle à rideau est parfaitement posée.
Moi, je sais que j'ai toute confiance en lui, je pourrais le laisser travailler et puis aller chercher mon pain ou je sais pas quoi. Hein. C'est pas évident quoi, de faire confiance de nos jours à quelqu'un qu'on connaît pas. Voilà. Il y a une petite fuite. Ah, moi je vais jeter un coup d'œil, oui, parce qu'on va regarder avant de mettre le meuble. Oui, c'est plus judicieux. Bon, je vais regarder tout de suite avant de commencer. Oui, on va regarder. Regarder si je peux faire quelque chose. Pour réparer une fuite, un plombier facturerait environ 150 €. Ah oui, il y a une fuite, oui, effectivement. Il y a de l'eau tout le long. C'est peut-être simplement bouché. Oui, ça doit être ça. Ça, je lui fais gratuitement. Le nombre de fois qu'elle m'a fait venir, je peux quand même intervenir sur des petites choses comme ça, quoi. C'est pas grand-chose. Ce jour-là, Monsieur le maire va monter des meubles et poser un plan de travail chez une mère de famille ou encore accrocher des tableaux chez un amateur d'art. Selon une étude privée, 12% des Français ont déjà fait appel à des services de jobbing. Un marché estimé en France l'an dernier à 8 milliards d'euros. Des armées de drones volant au-dessus de nos champs ou de nos vergers pour les polliniser. Vous pensez que c'est de la science-fiction? Eh bien non, c'est déjà l'une des solutions que certains envisagent pour remplacer les abeilles. Maladies ou pesticides, des colonies entières disparaissent. Pourtant, sans elles, tout notre écosystème serait bouleversé. Alors, partout dans le monde, des apiculteurs, des chercheurs, des entrepreneurs se mobilisent pour tenter de les sauver. Un monde sans abeilles. Le reportage est signé Marion Leclerc et Antoine Cadeau avec Capa Presse. Cette scène pourrait se dérouler dans un futur proche. Un éléphant. Imaginez-vous, aux côtés des grands mammifères menacés, à quelques pas du regretté dodo, vos enfants viendraient observer la dernière des abeilles. Elles auraient toutes disparu. Imaginez-vous un monde où la nature serait stérile. Car les abeilles, lorsqu'elles butinent les fleurs, transportent le pollen d'une plante à l'autre. Grâce à elles, poussent la plupart des fruits et légumes. Sans elles, plus de vie. Imaginez-vous un monde où les rayons de vos commerces seraient vides. Plus de miel ni de chocolat. Poires, courgettes, carottes ne seraient plus qu'un lointain souvenir. Les pommes coûteraient le prix du caviar. Tout ça, c'est en train de crever. 80% des insectes qui ont disparu. Peut-on encore sauver les abeilles? Comment éviter ce scénario catastrophe? Partout dans le monde, certains s'y préparent déjà. En France, les abeilles de François meurent. Il cherche des responsables. On a eu les résultats, voilà, on trouve notamment de la propargite, qui est interdit en France et en Europe depuis 2011. À Malte, Hermano tente d'enrayer l'extinction. Il a l'un des plus grands élevages de rennes d'Europe. Ce sont toutes nos filles. Il les expédie à travers tout le continent pour repeupler les colonies décimées. Aux États-Unis, des entrepreneurs préparent déjà l'avenir. Mission OK, on commence. Avec leurs drones, ils ont trouvé comment remplacer les abeilles. Bienvenue dans votre futur. Dans les Côtes d'Armor, François, un passionné d'apiculture, en a fait son métier il y a 8 ans. Ce quadragénaire, fils d'instituteur, gagne 1 000 € par mois. Aujourd'hui, c'est sa première récolte de la saison. Pour produire 1 kg de miel, les abeilles parcourent 40 000 km. Ça représente un travail de tous les instants. Donc c'est un moment effectivement privilégié, le moment de la récolte. Mais cette année, la collecte a un goût amer.
il a 4 fois moins de miel que les années précédentes. 80% de ces abeilles sont mortes à la sortie de l'hiver. François évalue ses pertes à 112 000 €. Et donc maintenant, ça va être un long parcours, un parcours du combattant pour pouvoir reconstituer mon cheptel. Et il ne se passe pas une journée sans que je me pose concrètement la question de savoir s'il est bien raisonnable de continuer mon activité. En France, la production de miel a été divisée par 3 en 20 ans. Jamais la surmortalité des abeilles n'avait atteint un tel niveau. Une catastrophe pour les 46 000 apiculteurs qui tous désignent un même coupable. Une agriculture dépendante des pesticides. Pour nous, il est clair que les problématiques qu'on retrouve dans nos ruches sont la conséquence directe d'un environnement dégradé, notamment par la chimie, par les nouvelles classes de pesticides qui sont utilisés. C'est très perturbant. Je ne suis plus en capacité de savoir réellement où je peux poser mes ruches et me dire qu'elles sont dans un endroit préservé qui puisse garantir une sécurité pour les abeilles, quoi. D'autant qu'elles butinent à 8 km à la ronde. Partout en France, les apiculteurs ont retrouvé leurs ruches décimées. 30% des colonies ont péri dans l'Hexagone. Habituellement silencieux, certains ont laissé exploser leur colère sur les réseaux sociaux. Regardez ce qu'il y a un peu dans cette ruche. Regardez cette ruche qui est en pleine forme. Comme Sven, lui aussi frappé par l'effondrement de ses colonies. Tout ça, c'est du miel. Ça, c'est du miel. Et voilà ce qu'on trouve à l'intérieur. Regardez ce qu'on trouve à l'intérieur. Des cadavres d'abeilles. Il n'y avait pas de maladie là-dedans. Et on trouve ça bucolique, les petites abeilles, les machins. Et tout ça, c'est en train de crever. Et moi, j'en ai marre. J'en ai marre. Faites quelque chose. Mes ruches sont pleines de pesticides. Les abeilles crèvent. Il n'y a pas que celle-ci. Il y a toutes, ça veut dire tous les autres, les bourdons, les abeilles sauvages. Tout est en train de crever à cause de votre merde. Un appel à l'aide qui restera sans réponse. L'État a débloqué 3 millions d'euros en guise de soutien. Mais aucune enquête toxicologique n'a été faite sur leur rucher. Sven, l'apiculteur de la vidéo, et François ont décidé de mener leur propre enquête. Ils cherchent des indices d'une intoxication. Là, c'est le pollen qu'elles ont collecté en 2-3 heures de temps. Donc là, il y a différents pollens qui correspondent, chaque couleur correspond à une plante différente. Un groupe d'une vingtaine d'apiculteurs participe à ces prélèvements dans toute la France. L'expérience durera 2 ans. On n'a toujours pas de preuves et toujours pas d'explication claire. C'est très perturbant pour nous de savoir qu'on fait face à une fragilité, que ça peut se reproduire et qu'on n'a toujours pas d'explication claire et franche à ce sujet. En France comme ailleurs, on sait que c'est l'ensemble de l'environnement qui est intoxiqué et que l'ensemble des insectes disparaît. Donc on a quand même de très fortes suspicions. On sait d'où ça vient. Maintenant, on voudrait comprendre vraiment précisément d'où ça vient, quel produit incriminé ou quel mélange de produits. Je vais le mettre là pour pouvoir le mettre dans un sachet, pour le mettre au congélateur. Ils mèneront des tests sur le pollen, mais aussi sur la cire et le miel. François a déjà envoyé un premier échantillon à un laboratoire d'analyse indépendant. Donc on a eu les résultats. Voilà, on trouve notamment de la propargite, qui est un acaricide, qui est interdit en France et en Europe depuis 2011. En tout cas, ça met en évidence que même des produits qui ont été interdits depuis de nombreuses années sont soit encore présents dans notre environnement, soit, et ça on ne peut pas le savoir, soit ils sont encore utilisés de manière frauduleuse. Un pesticide interdit, mais aussi des traces de centaines d'autres, toujours en dessous du seuil légal. Les apiculteurs en sont convaincus. Ce sont eux qui tuent leurs abeilles. On en aura le bol de devoir prouver sans arrêt que c'est certainement les pesticides qui intoxiquent l'environnement, puisque c'est largement documenté. On retrouve des pesticides n'importe où, dans les organismes, dans les cours d'eau, dans les boues, dans les airs, dans le pollen. Donc maintenant, ça suffit, j'ai envie de dire, agissons pour que ça cesse. J'ai 4 filles, j'ai envie qu'elles puissent vivre dans un environnement qui est heureux et qui soit sain, en fait. Et puis sauver la beauté du monde, c'est fondamental. Lutter, résister pour éviter à tout prix un monde sans abeilles. Parfois, le découragement les gagne.
Comme ce soir où François est contraint de se débarrasser de 250 ruches. Avec les abeilles mortes, les cadres de miel ont commencé à pourrir. Les autorités sanitaires ne leur ont donné aucune consigne, alors François a décidé de les brûler. C'est le travail de l'apiculteur là, qui est réduit en cendres, qui s'envole en fumée. Hein, c'est le travail de plusieurs années là, qui est réduit à néant. Donc j'ai passé, je crois, le cap de la colère pure. Là, j'en suis à une forme de lassitude. Je suis fatigué de ces pertes massives. J'aurais jamais pu imaginer perdre des ruches dans ces proportions-là. C'était, dans le pire de mes cauchemars, ce n'était pas envisageable. Rien qu'en Bretagne, 20 000 colonies d'abeilles ont péri. Mais il existe un endroit où l'on essaie de résister à l'extinction des abeilles. Un sanctuaire au cœur de la Méditerranée. Une île au climat tempéré. Sur ce petit caillou escarpé, peu d'agriculture intensive et moins de pesticides. Ermanno est italien. Il a lancé le plus grand élevage de reines d'Europe. Sur les flancs de cette colline préservée, 1000 ruches, pas comme les autres. Ce sont des ruches miniatures, des mini-nurseries qui contiennent environ 1000-1200 abeilles, qui doivent s'occuper de la reine dès sa naissance. Il n'y a qu'une reine par ruchette. C'est la plus grosse abeille de la colonie et c'est la seule à pondre. L'apiculteur vient les collecter pour la première fois de la saison. Je l'ai. Le problème, c'est qu'avec mes grandes mains, c'était pas facile de la prendre. Le vert, ça permet de la repérer plus facilement. Ça la rend plus visible. Cette reine, Ermanno va l'expédier vers d'autres ruches en Europe pour les repeupler. Chaque reine va pondre jusqu'à 2000 œufs par jour. Je la mets dans la boîte avec ses accompagnatrices. Une fois par semaine, il envoie 1300 reines à travers tout le continent. Avec l'effondrement des colonies, cet ancien informaticien a dû faire face à une demande exponentielle. 50 fois plus qu'il y a 10 ans. Nous n'acceptons pas toutes les commandes, nous n'y arrivons pas. On accroît notre production d'année en année, mais la demande est beaucoup plus forte que notre capacité à produire. Il faut 4 semaines pour élever une reine. C'est un travail de précision. Pour honorer ses commandes, Ermanno travaille à flux tendu avec sa femme, Michaela. Elle intervient dans les toutes premières heures après la ponte. Pour faire une reine, vous prenez une larve, vous la nourrissez à la gelée royale et à la fin vous obtenez un cocon qui deviendra une reine. C'est beaucoup de responsabilité et de délicatesse aussi. Il faut ensuite 16 jours d'incubation avant la naissance de la reine. Un spectacle auquel il est rare d'assister. L'abeille découpe sa cellule royale. Pour sortir, sous le regard toujours émerveillé de ses créateurs. Je suis sûre qu'elles me prennent pour leur mère. Oui, ce sont toutes nos filles. Une fois par semaine, c'est dans un colis et par la poste qu'Ermanno expédie ses protégés. Au téléphone, un apiculteur français qui s'impatiente. Je ne peux pas le dire avec 100% de sûreté en ce moment parce que ça dépend des quantités que nous allons ramasser jour par jour. Ok, au revoir. Tous sont prêts à mettre le prix, jusqu'à 24 € par reine.
Chaque année, 24 000 d'entre elles parcourent des centaines de kilomètres en avion pour sauver les ruches décimées. Ça, c'est France. Ils ont aussi des clients en Allemagne et au Danemark. Cette année, Hermano affiche un chiffre d'affaires de 500 000 euros. Là, nous avons 50 rennes. Une boîte comme celle-là, c'est 1 200, 1 300 euros en fonction de la qualité de la renne et de la période de livraison. Si on perdait un colis comme celui-ci, on serait mal. Avant de s'envoler vers le continent, ces rennes vont prendre le ferry. Hermano a rencontré le succès. Mais seul, face à la menace d'extinction des abeilles, il nourrit peu d'espoir. Le changement climatique rapide de ces dernières années est en train de bouleverser les équilibres. Nous le voyons chaque jour. Faire survivre les abeilles est devenu difficile. Le seul espoir, c'est que l'on change complètement le modèle. Parce que si on continue sur cette voie, il n'y a pas d'avenir. Non seulement pour les abeilles, mais aussi pour l'homme. Depuis son île, Hermano se désespère de la disparition annoncée des abeilles. D'autres ont moins d'état d'âme et font de l'exploitation de cette espèce un business. Aux États-Unis, dans la vallée de San Joaquin, les plus grandes exploitations d'amandiers au monde. 80% des amandes de la planète poussent ici. Dans cette région, la pollinisation est un business. Les butineuses, une marchandise comme les autres. Brett est le plus gros apiculteur du monde. Chaque année, il vient en Californie avec ses camions chargés de ruches. À gauche, il n'y a que les amandiers. Ils vont fleurir dans une semaine environ. Les bourgeons sont vraiment sur le point d'éclore. Pendant 3 semaines, des centaines d'apiculteurs venus de tout le pays apportent leurs abeilles. 50 milliards au total. Une concentration unique au monde. Nous apportons environ 2 millions de nids de ruches, presque la totalité du stock d'abeilles américaines. C'est la plus grande migration d'insectes au monde pour la pollinisation des amandes californiennes. Et imaginez-vous, tout repose sur les épaules des abeilles. Avec ses 90 000 ruches, Brett est le plus gros pourvoyeur d'insectes. Sans elles, pas d'amandes. Ici, vous pouvez voir les fleurs avec le pollen dessus. Les abeilles viennent les butiner et repartent recouvertes de pollen vers une autre fleur et la pollinisent. C'est comme ça qu'on obtient les amandes que nous consommons. Mais depuis 20 ans, les États-Unis sont touchés par le syndrome d'effondrement des colonies, avec des taux de mortalité pouvant atteindre 70%. Devenue rare, l'abeille se fait chère. En 2 décennies, les prix de location des ruches ont doublé. C'est de 210 à 230 $ par ruche. Tout dépend de l'endroit où on va. Ça peut sembler beaucoup, mais il faut tenir compte des investissements et du fait que seule la moitié des abeilles survivront au printemps suivant. Donc au final, quand on regarde les comptes de près, ce n'est pas si rose que ça. Apiculteur de père en fils depuis 3 générations, Brett a construit sa fortune sur ses contrats de pollinisation. Il lui rapporte chaque année des millions de dollars. À elles seules, les abeilles représentent 40% des coûts de production des amandes. Cette industrie est prospère. David Phippen en produit 2000 tonnes par an. Il a bâti un empire qui doit tout aux petites butineuses. Elles sont belles, non? C'est la qualité premium pour le marché japonais. C'est ce qu'on fait de mieux. Sans les abeilles, nous ne pourrions pas produire de si belles amandes.
Donc c'est très important pour nous d'avoir une industrie de l'abeille en bonne santé pour coexister avec une industrie de l'amande en bonne santé économique. Chaque année pourtant, 85 000 tonnes de pesticides sont épandues en Californie, sur les amandiers et les autres cultures. Des produits soupçonnés d'intoxiquer les abeilles. Dans cet état, 34% des colonies ont disparu cette année. Pas de quoi déstabiliser les producteurs d'amandes qui préfèrent faire venir des abeilles de tout le pays plutôt que de changer leur mode de culture. Pour David Phippen, le syndrome d'effondrement des colonies serait même un mythe. C'est un malentendu, car historiquement, il y a toujours eu des mortalités d'abeilles dans les ruches. Et ça depuis des générations. Certaines années, ça peut monter à 25, 35 ou 45%. Et certaines années, les pertes sont moindres. C'est la même chose pour moi quand je fais pousser des arbres ici. J'ai aussi des pertes chaque année dans mes vergers. Ça ne veut pas dire que je n'aurai bientôt plus d'arbres. C'est une contrainte naturelle lorsqu'on travaille avec du vivant. C'est pourtant un phénomène avéré et sans précédent. En 35 ans, 1 million de ruches ont disparu aux États-Unis. Personne n'est épargné, pas même Brett, l'apiculteur. Nous le retrouvons à quelques centaines de kilomètres. Son ranch ressemble à un cimetière. Au sol, des dizaines de ruches éventrées. Si vous regardez ici, on dirait qu'un train a tout ravagé. C'était des ruches. On en a perdu beaucoup. C'est sans précédent. Les palettes que vous voyez là, il y avait des ruches dessus. Comme partout dans ce qu'il possédait. Un chiffre colossal. Depuis 10 ans, il affronte des pertes massives. En 2006-2007, des scientifiques ont commencé à parler de syndrome d'effondrement des colonies. À l'époque, personne ne savait ce que c'était. La première hypothèse, c'est que ce serait un problème environnemental. Et ça se vérifie. La seconde explication, c'est que c'est à cause d'un parasite. Pour moi, c'est sans doute les deux ensemble. À cause de la pression environnementale, les abeilles ne supportent plus les parasites. Brett a intégré ces morts dans son modèle économique. Ces abeilles n'en ont pas fini de prendre la route. Bientôt, elles partiront dans l'État de New York pour la pollinisation des pommiers. Quand tu auras fini avec celui-là, il reste encore le vieux camion. Mais Brett est inquiet pour l'avenir. Que deviendra-t-il si ces abeilles continuent de mourir? Comment les protéger? Pour qu'un monde sans abeilles ne soit pas notre monde de demain, un laboratoire scientifique cherche à élucider le mystère de l'effondrement des colonies. À l'Université de Columbus, des chercheurs testent l'impact des principaux pesticides utilisés dans les champs d'amandiers. Dans leur rucher expérimental, Reed Johnson et son équipe de biologistes viennent de faire une découverte inédite. J'en brosse quelques-unes. Tu prends aussi quelques œufs et des larves? Ils ont eu l'idée d'observer l'effet des pesticides sur les larves d'abeilles. Pour le diflubenzuron, l'un des pesticides les plus courants, ils ont fait une première découverte. Ce produit est tout à fait inoffensif pour les abeilles adultes, mais il tue les larves. Dans nos recherches, nous avons démontré que le diflubenzuron, à haute dose, tuait 90% des larves. C'est une première piste pour expliquer la mort des colonies d'abeilles. Les scientifiques ont fait une seconde expérience. Cette fois, sur les abeilles adultes. C'est bon, elles sont bien sonnées.
Anesthésiées par un rapide passage au congélateur, les abeilles vont être exposées à un mélange de 2 molécules qui n'ont jamais été testées ensemble. Cet insecticide, le chlorantraniliprol, est sans danger pour les abeilles comme ce fongicide dont le principe actif est le propiconazole. On a découvert que ces produits avaient une action combinée quand ils sont utilisés ensemble sur les amandiers. Les 2 produits vont être mélangés, puis dilués à différents dosages. 20 abeilles vont être testées pour chaque flacon. Elles reçoivent chacune une goutte de ce cocktail sur le dos. Celle-ci commence à se réveiller. On va la remettre dans sa boîte. On ajoute de l'eau sucrée et c'est tout ce qu'il leur faut. Quelques heures plus tard, avec la concentration la plus élevée, nous avons 15 mortes et 6 vivantes. Plus on augmente les doses, plus la mortalité augmente. ce serait donc le mélange qui serait fatal aux abeilles. Pour expliquer cet effet cocktail, le scientifique utilise un parallèle avec l'homme. Je bois beaucoup de café, mais je ne meurs pas d'une overdose de caféine parce que les enzymes de mon foie les digèrent au fur et à mesure. On pense que ça fonctionne de la même manière pour ce pesticide. Habituellement, les abeilles le digèrent, mais ce fongicide bloque leurs enzymes et elles s'empoisonnent. Peut-être la fin d'un mystère et le début d'une solution. Éviter la combinaison de ces produits et peut-être sauver les abeilles. Si certains essaient de les sauvegarder, d'autres tentent déjà de les remplacer. Dans les champs de pommiers californiens, Matt et Jimmy pourraient bien eux aussi changer notre avenir. On va aller à 20 mètres d'altitude et 20 km/h. Il y a 2 ans, ces ingénieurs ont mis sur le marché une petite révolution. Un drone pollinisateur. Ça, c'est le matériel. 100 grammes. C'est du pollen récupéré plus tôt dans la saison, dans le sud, et qu'on a gardé au frais à 0 degré, en attendant de pouvoir l'utiliser. Le pollen coûte 1 € le gramme environ. Pour un champ comme celui-ci, il faut compter 2 000 €, bien loin du coût de location des ruches. Et le drone est capable de réaliser le travail de milliers d'abeilles. Donc, c'est là que va le pollen. On peut tester pour voir si le pollinisateur marche. On vérifie que ça mélange bien le pollen. Et là, on sait que la préparation est faite correctement. Quand ça décolle, vous avez le souffle des hélices qui brassent le pollen et l'expulsent. C'est très efficace. On survole les cimes des arbres et grâce à l'électricité statique, le pollen est attiré et se dépose sur les fleurs. On est prêt? Reste à bonne distance parce qu'il est vraiment grand. Il a des hélices en acier. Il a besoin de respect. Donc on respecte le drone à cause de sa taille et de son poids. Il pèse 11 kilos. Et les propulseurs vont très très vite. Oui, sécurité avant tout. Ok, on y va alors, avant que le vent ne se lève. J'ai besoin que tu me surveilles de ce côté-ci et que tu me guides à la radio. Ok, donc je me poste là-bas. Super. 3, 2, 1... Matt et Jimmy sont les premiers au monde à avoir inventé ce prototype. À terme, ils souhaitent le commercialiser. Le drone peut polliniser 16 hectares en 1 heure. Et contrairement aux abeilles, il peut même travailler de nuit. Les résultats seraient spectaculaires. La production augmenterait de 25% pour les amandiers, de 50 à 60% pour les cerisiers et les pommiers. Pour le moment, la start-up ne compte que quelques dizaines de clients. Mais la révolution pourrait bien être en marche. Imaginez-vous,
Des escadrons de drones pollinisateurs au-dessus de vos champs. Des machines qui remplaceraient la nature. Ou encore, comme dans cette vidéo d'anticipation, des robots abeilles que vos enfants pourraient observer. Cette scène relève encore de la fiction. Mais pour combien de temps ? Ce sont des témoignages rares et bouleversants que vous allez maintenant entendre. Ceux de femmes qui ont perdu un être cher, leur mari, leur fils étaient policiers et ils ont mis fin à leur jour. 31 suicides depuis janvier, c'est presque autant que toute l'année dernière. Alors que se passe-t-il dans les rangs de la police ? Aujourd'hui, certaines familles accusent l'institution d'être incapable de répondre au malaise de ses troupes. Niveau de stress extrême, surcharge de travail, manque de moyens et de reconnaissance. Policiers en détresse, le reportage est signé Alice Gauvin, Mathieu Drejoux et Marielle Crook. John, 46 ans. François, 53 ans. Julien, 28 ans. Stéphanie, 36 ans. Depuis le début de l'année, 31 policiers se sont donné la mort. Des majors, des gardiens de la paix, des brigadiers, dans toute la France. Des femmes et des hommes qui croyaient en leur mission de service public, jusqu'à ce qu'ils ne voient plus d'autre issue que de commettre l'irréparable. Dans la police, il y a plus de suicides que de morts en service. Mais pour les policiers, parler de leur détresse reste tabou. Mon ex-mari m'a appelé le 4 avril à 7 h en me disant « Il est arrivé un drame, Jean-François s'est pendu ». C'est horrible. On est parti tout de suite avec mon mari. Et puis, on ne m'a pas laissé le voir. Parce qu'il fallait que la police judiciaire arrive, comme c'était un policier. Mon fils est décédé à 6 h, je crois. Le commissaire est arrivé à 11 h. On a attendu, sans pouvoir monter pour voir mon fils. J'avais pas le droit de rentrer dans l'appartement. Dominique Sitchabot a perdu son fils il y a 2 mois. Jean-François avait 38 ans. Il était marié, père de 4 enfants. Et travaillait dans la police depuis 18 ans. Votre fils, lui, il était fier d'être policier. Très fier. Pour lui, la police, c'était... il inspirait le respect, mon fils. Il aimait son métier. Pour lui, c'était... je rends service à l'État, je m'occupe des concitoyens. Voilà, c'était ça, mon fils. La police, pour lui, c'était la fierté. Mon fils adorait son métier. Mais je pense qu'au fil des années, il a été usé. Et cette fatigue, il vous en parlait pas? Non. Quand on voyait, il disait toujours qu'il allait bien. Même ses frères et sœurs s'en sont pas rendus compte. Ma fille, elle a eu 2 jours avant son suicide. Et elle m'a dit, mais j'aurais jamais imaginé. Il savait pas se confier et dire son mal-être. Ça, il savait pas faire. Mon fils me disait, quand on est policier, on ne se plaint pas. On est fort. Pour eux, la police inspire la force, quoi. Jamais j'aurais pu imaginer. Il serait mort sur le terrain, comment dire. On sait qu'un policier risque sa vie. C'est écrit, c'est comme ça. Il risque sa vie. Là, il serait mort sur le terrain, il aurait eu des obsèques avec le drapeau bleu-blanc-rouge sur son cercueil. Je l'ai demandé, ce drapeau bleu-blanc-rouge, on me l'a refusé. On n'a pas le droit. Parce que mon fils s'est suicidé. C'est pas normal. Si je me bats, c'est pour ses collègues. Hein. Parce que Jean-François, malheureusement, on l'a perdu. Mais il faut que ça s'arrête. Il faut que ces gars, ils aillent travailler avec l'envie et pas avec du dégoût. Et là, ce que je vois autour de moi, c'est qu'ils vont pas travailler avec envie.
Selon Dominique Sitchabot, son fils s'est suicidé à cause de ses conditions de travail. Quelques jours après sa mort, elle écrit donc au président de la République et au ministre de l'Intérieur pour les alerter sur le mal-être des policiers. D'abord rongée par la colère, j'ai noirci plusieurs pages de remords, d'accusations et des blâmes divers et variés visant l'administration. Si cette démarche cathartique m'a aidée depuis que j'ai enterré mon fils, elle n'est malheureusement d'aucun secours pour ses collègues encore en service. Jean-François, mais aussi ses collègues, tous témoignent des mêmes choses. Il y a d'abord des manques de moyens. Je commence par cela car c'est peut-être, et c'est triste à dire, le moins grave. Il faut dire que Jean-François savait en jouer. Nous nous régalions en effet de ces histoires ubuesques où ses collègues et lui prenaient en chasse une grosse cylindrée allemande à bord de leur ridicule citadine au contrôle technique périmé. Manquer de moyens techniques, c'est une chose qui peut parfois faire sourire, mais manquer de moyens humains, au point de cumuler plus de 150 heures supplémentaires en moyenne non payées et non compensées, cela devient dramatique. C'est aussi un manque de respect et de reconnaissance qui gangrène l'esprit des troupes et qui, dans un milieu où parler de ces problèmes relève de l'aveu de faiblesse, pousse certains à commettre l'irréparable. Des familles en deuil parce que la police est malade. Alors que faisons-nous? On demande à toutes les familles de policiers de croiser les doigts pour que ce ne soit pas leur tour. Croyez-moi, ça ne marche pas. Dieu sait que j'ai essayé. Ou alors on passe réellement à l'action et on donne à la France la police qu'elle mérite. Rares sont les policiers qui reconnaissent avoir eu un passage à vide. Comment dire que ce métier dont on a rêvé est devenu une souffrance? Michel Biguet est entré dans la police il y a 15 ans. Chez lui, c'était plus qu'une vocation, un héritage familial. Là, c'est mon grand-père, c'est le papa de ma maman qui a été le premier policier de la famille. Ça, c'est mon papa. Donc, il a fini brigadier-major en police secours. C'est lui qui m'a expliqué aussi ce que c'était que d'être policier, que c'était pas seulement arrêter les gens, c'était aussi avoir un esprit de famille et un esprit de corps. Donc c'est vrai que c'était quelque chose d'important pour moi. Ça, c'est moi quand j'étais adjoint de sécurité. Donc c'est mes premiers pas dans la police, officiellement. C'est la première fois que je revêtais la tenue, l'uniforme et je m'en rappelle, j'étais assez fier puisque la première chose que j'avais faite, c'était d'envoyer une photo de moi en tenue à ma mère pour lui montrer, ça y est, j'y suis arrivé, quoi. Parce que c'était une fierté pour notre famille, c'est une fierté d'être dans la police, quoi. Mais l'uniforme que Michel Biguet endosse n'inspire plus autant le respect. Et une fois sur le terrain, il découvre un métier au quotidien éprouvant. Une confrontation continuelle à la violence et à la mort, à laquelle rien ne l'a préparé. Quand vous voyez votre premier mort, on a pu vous en raconter plein. C'est ça qui va faire bizarre et c'est ça où vous remarquez vraiment que c'est un travail totalement atypique, quoi. Vous annoncez les morts, vous les découvrez, vous posez les scellés sur les cercueils, vous croisez beaucoup ces choses-là, vous croisez des choses que personne ne veut voir. Et tout ça, le plus dur, c'est vrai, c'est que quand vous finissez le service, il faut le laisser au vestiaire, comme on dit. Et ça, c'est facile? Non, c'est même impossible. Vous, c'est quoi les images les plus marquantes que vous gardez encore? C'est plus l'odeur de la mort. Ça a une odeur particulière, ça a une odeur qui vous colle à la peau. Vous rentrez, vous lavez vos fringues, vous pouvez prendre 3-4 douches, vous lavez toujours. C'est plus ça qui est marquant. Ou même vous avez des gens qui sont, moi je suis armé d'un couteau en train de menacer, de vouloir me tuer. Et là on se dit mais on fait quoi? On s'entretue, et c'est vrai que c'est ces images-là où vous voyez la haine, le visage qu'il a. On le croise souvent quand on est en police secours. Et c'est vrai que c'est ces images-là qui restent vraiment ancrées en mémoire. Dans la police, votre privé, votre professionnel, il se mélange énormément. J'avais des petits problèmes au niveau personnel. J'ai eu une rupture difficile qui s'est passée. J'avais l'impression d'être complètement déconnecté entre le rêve de policier, de ce que je voyais par mon père, de ce que j'entendais de mon grand-père et de ce que je faisais. Je me disais, mais on ne sert plus à grand-chose, on ne fait pas ce qu'on devrait faire. Que ce soit les courses aux chiffres, que ce soit tout ça, c'est là où on se dit c'est long parce que c'est dégradant, c'est pas notre boulot. On n'est pas rentré pour verbaliser, on n'est pas rentré dans la police pour
Pour rentrer dans un commissariat où vous avez ça de flotte qui se trouve dans votre vestiaire parce qu'il y a une fuite d'eau et qu'elle n'est pas réparée. Le manque de reconnaissance, que ce soit de la haute hiérarchie ou que ce soit même de la population. Hein. Et puis vous vous enfermez, et c'est là où j'ai commencé à perdre pied, j'ai commencé à avoir plusieurs vices, comme on dit, hein. L'alcool, les cigarettes, j'étais devenu insomniaque parce que dormir, c'était les cauchemars. Donc je dormais très peu, je marchais à la caféine, à l'alcool et à la cigarette. Et puis un jour, je me suis dit, est-ce que tu peux t'en sortir ou pas? Et j'avais ces fameuses 3 choses devant moi, j'avais un verre d'alcool, une clope et mon arme de service. Et je me suis dit, je peux plus. Et j'ai tenté le suicide à cause de ça, parce que je voyais plus la lumière au bout du tunnel. Et qu'est-ce qui vous a arrêté alors? Mon collègue, j'avais la chance d'avoir un collègue avec qui je m'entendais bien, qui avait les clés de mon appartement, avec qui on faisait des petites soirées de ça. Et je sais pas pourquoi, est-ce que c'est mon côté catholique qui va dire que c'est Dieu qui l'a mis sur la voie ou quoi, mais il est rentré au moment où je commençais à chambrer mon arme et il m'en a empêché. C'était il y a 10 ans. À l'époque, Michel Biguet est policier depuis seulement quelques années. Il ne parle à personne de sa tentative de suicide et demande aux collègues qui l'a sauvé de ne pas prévenir leur hiérarchie. Après quelques jours de vacances, il reprend le travail sans avoir consulté ni médecin, ni psychologue. Vous aviez pas peur de votre arme? C'est difficile de la reprendre en main quand vous vous dites que la dernière fois vous l'avez prise, c'était pour vous foutre en l'air. Et puis vous vous rappelez que c'est votre outil de travail, et puis que ça sauvera peut-être des vies, et puis voilà quoi. Donc il y a une relation très bizarre avec une arme, c'est sûr. Surtout quand vous avez foutu sur votre temple. Vous avez un peu cette appréhension. Après vous passez au-dessus, grâce justement au soutien du collègue. Moi j'invite les collègues à avoir du soutien, que ce soit d'un collègue ou d'une structure, ou de famille, ou d'amis, parce que c'est ça qui permet justement, tout seul je m'en serais pas sorti. Est-ce que c'est facile de dire, comme vous le faites, voilà, je suis CRS et je dis à visage découvert que j'ai essayé de me suicider? Ah non, surtout en CRS. Vous avez une image. Le CRS, c'est le bouclier, c'est le casque. Vous êtes ceux qui ne devaient pas avoir peur, qui ne devaient pas être faibles. J'ai eu peur au départ. Je me suis dit, comment ils vont réagir? C'est dur de dire que j'ai été faible. Et puis, en fait, non. Ça a été des collègues. J'ai eu des collègues avec qui je parlais peu, qui sont venus me voir et qui m'ont dit, moi, j'ai mon beau-père qui s'est suicidé. J'ai eu des collègues qui sont venus me voir, que je connaissais. Et qui m'ont dit, ouais, moi aussi, j'y ai pensé. Délégué syndical, Michel Biguet est plus libre de parler que ses collègues, soumis au devoir de réserve. Comment vous expliquez, vous, si on peut l'expliquer, qu'il y ait autant de morts depuis le début de l'année, de suicides? Je suis bien placé pour savoir que le suicide, on n'a pas qu'une raison et que c'est dur à expliquer. Je pense que les conditions du travail, les horaires de travail aussi, qui sont juste effarants. Si vous n'avez pas la reconnaissance derrière, si vous n'avez pas de soutien, si vous n'avez pas de repos, qu'on fasse un sondage auprès des services de maintien de l'ordre, des collègues de BAC, de leur demander depuis le début des manifestations des Gilets jaunes combien ils ont eu de repos. Ou combien ils ont vu de collègues qui ont pris un cocktail Molotov, ou un pavé sur la tête, ou on ne sait quoi d'autre encore. Ça joue énormément. On vit là en ce moment une crise sociale. On en demande beaucoup là en ce moment à nos policiers, je pense. Et on a quoi en retour? Bande de cobayes! On t'avoue! Suicidez-vous! Suicidez-vous! Comment vous avez vécu, vous, tout ça? Beaucoup de colère. Beaucoup de colère. Moi, les manifestations, je peux les comprendre. J'ai ma femme qui est smicarde. Donc je sais ce que c'est que d'être smicard. J'ai commencé, j'avais 980 € pour risquer ma peau pour des gens quand j'étais à l'ES. Donc je sais ce que c'est. Mais là, suicidez-vous. C'est pas l'institution qu'on attaque, c'est le fonctionnaire.
c'est l'homme. Quand on jette un cocktail Molotov, c'est l'homme qu'on attaque. Faut pas qu'ils oublient quand même, ces gens-là, que en dessous du casque et derrière le bouclier, il y a un père de famille. Le manque de respect, la tension permanente peuvent parfois briser des policiers surmenés. Estelle a vu son mari s'épuiser dans son métier. Arnaud était officier. Son dossier, grade de capitaine, son brassard. Il y avait sa carte avant, mais elle a dû être restituée. Je l'ai restituée après son décès. Quand mon mari s'est suicidé en 2014, en décembre 2014, le 6, ça faisait 20 ans qu'on était mariés, 23 ans qu'on vivait ensemble. On se connaissait depuis le lycée. Et c'était une évidence. Voilà. C'était ma moitié d'orange et j'étais la sienne. Ce soir-là, on a eu une dispute concernant ses horaires. Bon, il fallait que je parte vite. J'avais une répétition générale avant un grand concert. Pierre, c'était son premier concert aussi avec l'orchestre dont je faisais partie. Notre fils aîné était dans sa chambre. Et je suis partie. C'est la première fois que j'ai pas dit au revoir à mon mari. On est rentré à minuit moins le quart avec Pierre. Et la maison était silencieuse, il n'y avait pas de feu dans le poêle à bois. Or, mon mari faisait toujours du feu, c'était lui qui s'en occupait. On a fait le tour de la maison, on a appelé. Pierre est monté à l'étage. Moi, je suis partie vers le garage. Pierre m'a rejoint, il m'a dit « il y a de la lumière dans le grenier ». J'ai monté l'escalier de meunier. Mon mari s'était pendu. Il avait dit qu'il ne le ferait jamais, que jamais il utiliserait ce type de moyens, parce qu'il ne voulait pas faire ça à ses proches, qu'il n'utiliserait jamais son arme de service non plus. Pierre m'a dit, mes deux fils m'ont dit que j'avais poussé un hurlement, je m'en souviens pas. J'allais redescendre l'escalier. Et puis Pierre a voulu monter. Alors j'ai crié après Pierre qu'il aille appeler les pompiers, qu'il emmène son frère chez les voisins, qu'ils aillent chez les voisins après, voilà. Et je suis remontée parce que c'était à moi de le faire. Fallait que je protège mes enfants, que j'essaie de sauver leur père, que j'essaie de sauver Arnaud. Je sais pas combien de temps j'ai essayé de le sauver. Et en même temps, je me disais, mais de quel droit? Quand il y a tellement de souffrance. Les gendarmes viennent constater le décès. Ils sont rejoints par les supérieurs hiérarchiques d'Arnaud, jusqu'au DDSP, le directeur départemental de la police. J'entendais ce qui se passait, ce qui se disait, et j'ai entendu la discussion qu'il y avait entre les gendarmes et le DDSP, qui leur disait que de toute façon les choses étaient claires. C'était pas la peine d'aller interroger mon fils aîné. La conclusion, c'était raison familiale et personnelle au suicide. C'était choquant. Voilà, c'est pour solde de tout compte. Il s'est suicidé à son domicile. Moi, je venais de parler de la dispute que nous avions eue avant. C'est terminé, ça s'arrête là. Et je pense que déjà, je savais que j'allais pas accepter la version de la police et de la gendarmerie. C'est pas vrai. Ce sont ces conditions de travail et la rencontre de certains individus policiers qui l'ont détruit.
Arnaud a passé 25 ans dans la police. Selon Estelle, il s'y est abîmé, petit à petit. Il était d'astreinte une semaine complète plus un week-end. Il travaillait la nuit, s'il était appelé. Ça pouvait être jusqu'à 10 fois par nuit, pas toutes les nuits, mais c'était au minimum 2 à 4 fois. Et en plus, le travail de jour à effectuer. C'est-à-dire que vous avez été toute la nuit au commissariat, il n'est pas question que vous reveniez pour dormir. Et si malheureusement la nuit d'après c'est comme ça, il faut tenir. Et il faut tenir aussi le week-end, comme ça. Enfin, ce rythme-là faisait aussi qu'au niveau de son équipe, les gens tombaient comme des mouches. Si bien qu'à un moment donné, il en était arrivé à 3 semaines d'astreinte sur un mois. Du point de vue de physiologique, je doute que beaucoup de monde puisse résister à ça. Il y a eu un événement à l'époque. Un de ses subordonnés a été retrouvé carbonisé dans sa voiture dans un village voisin. Les conclusions ont été qu'il s'était endormi dans sa voiture avec un mégot allumé et que ce mégot avait mis le feu à la voiture. Et ça a été extrêmement difficile pour lui. C'était quelque chose de très très douloureux, et pour lui et pour son équipe. En janvier 2008, Arnaud est victime d'un violent malaise au commissariat. Immédiatement, il a été vu par un médecin et puis mis en arrêt. À l'époque, mon mari ne savait plus conduire. Il ne savait plus écrire. Ça a duré 2 ou 3 semaines comme ça, de confusion, d'épuisement. Les examens ont été faits, ont éliminé toute cause liée à un AVC ou un problème cardiaque ou un problème physiologique. Et en fait, il a été question d'épuisement psychique et physique. Donc votre mari, à cette période-là, en fait, il fait un burn-out? Oui, alors le seul problème du burn-out, c'est qu'il n'est pas reconnu en maladie professionnelle, voilà. Mon mari est resté à la maison, effectivement, presque 6 mois, avec un suivi adapté, avec des médicaments adaptés. Mais ça signait clairement pour lui un aveu de faiblesse. Et ça, c'était compliqué dans la police. Et puis, en juin 2008, il est allé rendre visite à un de ses collègues qui avait fait une tentative de suicide. Et mon mari est passé à l'acte 2 jours après, avec le même cocktail de médicaments. 3 mois après cette première tentative de suicide, le mari d'Estelle reprend le travail. D'abord à mi-temps, sans son arme. Puis dans les mêmes conditions qu'auparavant. Avec, au bout de quelques années, une pression supplémentaire, entretenue d'après Estelle, par une des collègues d'Arnaud. J'ai vu mon mari, au fur et à mesure, être détruit. Lutter chaque jour lutter pour survivre au travail, et puis chaque jour après lutter pour vivre, pour être là pour nos enfants. Enfin là, il s'est effrité. Il n'y a pas d'autre mot. À la mort d'Arnaud, Estelle décide de se battre pour faire reconnaître que son mari s'est tué à cause de son travail. On m'a dit, oh là là, mais tu vas perdre. Je me suis dit, mais je vais perdre quoi? J'ai déjà tout perdu. J'ai déjà perdu mon mari, là, donc tu vas perdre, tu vas détruire tes enfants, occupe-toi de tes enfants, enfin, tu te rends compte, on s'attaque pas comme ça à la police. Vous savez, il y a ce sentiment qui fait qu'on sait que c'est juste, qu'il faut le faire. C'était pas de la colère, c'est pas de la vengeance. C'était
faire appel à la justice. Au bout d'un an, Estelle obtient une première victoire. La police reconnaît que le suicide d'Arnaud est imputable au service. Une décision exceptionnelle. Mais il n'y a pas eu d'enquête sur les conditions de travail qui ont mené son mari à mettre fin à ses jours. Avec ses 2 fils, Estelle poursuit donc son combat devant les tribunaux. Ce qu'on va avoir remplacera jamais papa de toute façon. Mais... En avril dernier, l'État a été reconnu responsable par la justice administrative de la mort d'Arnaud. Mais cela ne suffit pas à Estelle. Elle veut que l'État soit condamné pour faute. Elle envisage donc de faire appel. Je ne fais pas cette démarche procédurière contre la police. Je la fais pour mon mari, pour nos enfants et pour moi. Après, si ça sert à d'autres et que ça fait évoluer la police, pourquoi pas ? Moi, on m'a toujours dit, la police, c'est une grande famille. Là, j'ai l'impression que le père de famille, il ne nous regarde plus. Il nous laisse mourir. Alors, on fait quelques déclarations, on essaie de faire 2-3 choses. Mais c'est pas les paroles qui vont régler nos problèmes. On a essayé, hein, on va augmenter le nombre de psychologues. C'est bien, mais personne ne sait où ils sont. En plus, ces hommes sont armés. Bien souvent, ils ont leurs armes chez eux. Je pense qu'il devrait y avoir un suivi psychologique tous les mois, savoir comment la personne se sent dans le travail. Une visite médicale vraiment suivie, psychologiquement. Ils sont déjà usés physiquement. Et après, c'est le moral qui ne suit pas. Pour avoir autant de suicides, c'est que la police est malade. Être exposé à la souffrance, à la mort, à la violence, cela fait partie du quotidien des policiers. Mais si Dominique, Michel et Estelle sont sortis du silence, c'est pour que le suicide, lui, ne devienne pas un risque du métier. Bonsoir Éric Morvan. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de la police nationale et on a bien sûr envie de vous entendre après ces témoignages très forts. Vous avez écouté avec beaucoup d'attention les mots de cette maman dont le fils policier s'est suicidé. Elle dit « Des familles sont en deuil parce que la police est malade ». Que lui répondez-vous ? Je ne lui dis pas que la police est malade. La police, comme toute institution, a ses difficultés. Elle serait malade si elle était dans le déni, dans la volonté de cacher cette réalité dramatique à laquelle il faut s'atteler. Et vous n'êtes pas dans le déni ? Non, je ne suis pas dans le déni. La police, d'une manière générale, n'est pas dans le déni. C'est une des seules, peut-être la seule administration d'ailleurs, à publier et à ne pas contester ces chiffres. Alors justement, ces chiffres sont assez inquiétants cette année. On en est à 31 fonctionnaires qui ont mis fin à leur jour. Comment vous l'expliquez, vous ? Alors, on pourrait être tenté de l'expliquer par des phénomènes conjoncturels, une actualité sociale importante, une mobilisation très forte et tout à fait inédite depuis 6 mois des policiers. Je pense que c'est évidemment un facteur d'immense fatigue des policiers, fatigue physique, fatigue psychologique. Pour autant, je ne m'autorise pas à faire un lien direct entre cette sollicitation et le nombre des suicides parce que, par le passé, nous avons connu aussi des sollicitations très fortes, les attentats par exemple, sans pour autant que le nombre de suicides dérape. Et donc, que se passe-t-il alors ? Et donc l'explication n'est pas conjoncturelle, elle est structurelle et c'est à ces causes structurelles qu'il faut absolument s'attaquer. Alors justement, certains policiers dénoncent une hiérarchie absente, une hiérarchie insensible, un management parfois inapproprié, un manque de reconnaissance. Vous l'avez entendu, ça. Qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Alors, j'entends ce discours syndical que je ne partage pas entièrement, mais ce n'est pas très grave parce que dans la déontologie policière et la déontologie qui s'applique aux membres de la hiérarchie, il y a un devoir de protection des personnels. Et puis, dans la hiérarchie, il y a le directeur général de la police nationale. Et donc, le premier en charge de la protection des policiers, c'est le directeur général que vous avez devant vous. Alors, les causes des suicides, elles sont multifactorielles. Beaucoup de choses ont été faites. D'ores et déjà qu'il faut améliorer, qu'il faut développer en matière de prévention, en matière de suivi médical, en matière d'écoute.
il y a aussi, je le pense véritablement, le souci que nous devons avoir d'un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et ses contraintes et la vie personnelle des policiers. Alors justement, on entend dans notre reportage la femme de ce capitaine qui s'est retrouvée confrontée au suicide de son mari. Et là, quand on parle justement de hiérarchie insensible, on se dit qu'au moment du constat du suicide de son mari, effectivement, il y a une sorte d'insensibilité. Je ne dirais pas cela. J'ai écouté ce témoignage très fort et très digne. Il en était d'ailleurs d'autant plus fort de l'épouse de cet officier lorsqu'elle parle des circonstances particulières de ce dossier. Elle parle de relations compliquées avec des collègues ou plus qu'elle ne parle de difficultés avec la hiérarchie. Elle parle d'un suivi dont a bénéficié son mari. Donc, je n'ai pas ressenti une mise en cause de la hiérarchie. J'ai, en revanche, ressenti, et là, je partage son sentiment, d'une explication un peu courte du suicide de son mari. Quand elle dit on a dit que ça s'était passé chez moi après une dispute, et donc c'était des causes personnelles et fin de l'histoire. Non, ça n'est pas la fin de l'histoire. Il y a quelques jours, vous avez envoyé une circulaire au chef de service où vous évoquiez notamment des barbecues ou des rencontres sportives pour prévenir les suicides au sein de la police. Ça a choqué certains syndicats. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors, c'est une vision un peu courte de la circulaire qui avait pour objet de valoriser aussi l'exigence de convivialité dans les services. Ça fait partie du management. Les policiers font un métier extrêmement pénible. Ils sont confrontés, le CRS dans le reportage le dit, à la mort, qu'il y a même une odeur. Enfin, vous voyez ces mots extrêmement forts et extrêmement sincères et véritables. Et donc, eh bien, pour gérer aussi cette charge, ce stress émotionnel, il faut aussi restaurer des formes de convivialité qui ont disparu des services. Les commissariats sont devenus trop impersonnels. Ils sont devenus impersonnels, ils sont devenus des machines administratives, alors que dans ce métier extrêmement particulier, avec encore une fois la charge, le stress qui l'accompagne, il est absolument nécessaire, et ça doit faire partie du management et de l'exigence managériale. Il doit y avoir des moments où l'on puisse se rencontrer, échanger, rire. Et c'est des pique-niques, c'est du sport, c'est des sorties. Mais ça n'est pas que ça, c'est un outil dans une boîte à outils extrêmement complexe. Pour que la police redevienne une famille. Merci à vous, Éric Morvan. Je vous en prie. Vous vous souvenez sans doute de notre reportage « Yémen, les enfants et la guerre », un document exceptionnel signé Khadija Al-Salami pour Vatim et Oupoué. Eh bien, il se voit décerner 2 prix spéciaux au Festival de télévision de Monte-Carlo. Nous en sommes très fiers et très heureux. C'est la fin de ce nouveau numéro d'Envoyé spécial. Merci pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, une seule adresse, notre site internet franceinfo.fr. Tout de suite, c'est Complément d'enquête avec vous, Jacques Cardoz.